Donc ce soir, nous avons regardé un reportage sur l'expérience Deep Time. L'objectif de l'expérience, c'était d'observer la capacité d'adaptation des êtres humains une situation un peu extrême, où en fait 15 personnes ont été volontairement, bien sûr, dans une grotte pendant 40 jours, sans contact du tout avec l'extérieur et sans horloge, sans repère temporel. Voilà, ils étaient hors du temps. Ça s'est passé à Lorbrive en Ariège, si je ne me trompe pas, en 2021. Et la personne à l'initiative de cette expérience, qui est Christian Clot, qui est enseignant-chercheur, qui est spécialiste justement des capacités d'adaptation du corps, a lui-même déjà fait pas mal d'expéditions dans des terrains très hostiles pour voir les capacités d'adaptation, mais au final sur lui-même et en solo. Et si cette expérience se passe en 2021, c'est parce qu'il a été inspiré notamment par le confinement de 2020. On va dire que c'était un des points positifs du confinement, parce qu'il avait observé, il remontait en tout cas de la sensation des gens que pendant le confinement, en fait, les gens perdaient un petit peu la notion du temps. Et du coup, il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe si on le fait, enfin, si on fait l'expérience vraiment en mettant les gens hors du temps, en collectif, parce que c'est une expérience qui avait déjà été plus ou moins faite, même si il y avait un lien avec la surface, par Michel Siffre en 62, si je me trompe pas, où il avait passé 2 mois dans une grotte. Sauf que lui, il avait un contact avec l'extérieur par une ligne téléphonique et il n'avait pas prévu, par contre, il n'avait pas de but pendant la grotte. Et il avait très mal vécu. Il avait fini, malheureusement pour lui, en dépression. Donc, notre chercheur, Christian Clot, il avait plusieurs hypothèses. Il avait identifié 3 phases pendant ces expéditions qui étaient l'euphorie, l'apathie et la remise en route. Et il voulait voir si, en collectif, on retrouvait ces 3 phases. Donc ça, c'était un des buts de l'expérience. Mais il y avait bien sûr d'autres buts scientifiques qui étaient d'observer comment le cerveau allait s'adapter à ce contexte quand même très particulier, puisque pas de lumière du soleil, uniquement les frontales, une lumière quand même dans la pièce de vie principale, mais bien sûr qui n'était pas non plus ultra puissante. Donc, comment le cerveau allait s'adapter, voir la plasticité cérébrale du cerveau. Alors, on a déjà observé la plasticité cérébrale du cerveau sur des périodes longues, par exemple de 6 mois, mais jamais sur 40 jours. Est-ce qu'en 40 jours, le cerveau va s'adapter à son nouvel environnement? C'était une question. Au niveau de l'horloge biologique interne aussi, comment ça allait se passer? Comment elle allait s'adapter en collectivité dans cet environnement, encore une fois, sans repère temporel. Autre point, c'était au niveau du système sensoriel et de l'équilibre, quel allait être l'impact sur le système sensoriel et d'équilibration, notamment en sachant que l'équilibre, c'est le visuel, l'oreille interne, qu'on appelle aussi système vestibulaire, et tout ce qui est interoception, donc les sensations qu'on a de l'intérieur de notre corps. Est-ce que ça allait être affecté par cet enfermement sans repère? Et aussi au niveau cognitif, est-ce qu'il y allait avoir un impact? Voilà, puisque le premier chercheur qui avait fait ça en 62, lui avait remarqué des problèmes de mémoire. Donc voilà, il y avait toutes ces questions-là, l'impact sur le sommeil, bien sûr. Et aussi, il y avait une scientifique au niveau qui était éthologue pour observer les comportements, les orientations des uns par rapport aux autres, l'aspect social, la dynamique sociale du groupe. Donc voilà, j'ai bien sûr, comme à chaque fois, pris quelques notes. J'essaye de voir un petit peu ce qui avait été, ce qu'on a dit. Le protocole était donc 40 jours sans repère et les participants devaient écouter
leur rythme propre. C'est-à-dire ils devaient vraiment, s'ils avaient envie d'aller dormir, aller dormir. S'ils avaient envie de manger, aller manger, sans forcément chercher à suivre le groupe. Et bien sûr, à l'intérieur de la grotte, ils avaient des appareils pour pouvoir se tester au niveau scientifique, notamment des somnographes pour pouvoir étudier leur sommeil. Ils avaient aussi un casque de réalité virtuelle pour pouvoir tester tout ce qui était sensoriel au niveau de l'équilibre, etc. Et il y avait des caméras aussi pour les observer pour l'éthologue. Et pour tout ce qui est neuro, ils ont passé, ils ont passé un IRM avant de rentrer dans la grotte et un IRM après l'expérience, de façon à voir est-ce que au niveau cérébral, il y avait des endroits où on avait une augmentation de la matière grise et d'autres endroits peut-être moins de matière grise. Enfin voilà, voir l'évolution en fait du cerveau, des endroits qui se sont plus ou moins développés de façon adaptative, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Alors, les 3 étages, j'en ai parlé, euphorie, apathie, remise en route. Hop, ça c'est bon. Alors oui, la plasticité cérébrale, en fait, on voit qu'il y a une augmentation de la matière grise avec l'entraînement. Par exemple, d'une région motrice, si vous faites du piano, la région qui est consacrée à la main, au mouvement de la main, la région motrice, la matière grise va augmenter. On voulait observer aussi l'impact au niveau du cerveau sur l'hippocampe, c'est-à-dire qui est consacré à la mémoire. Au niveau préfrontal, pardon, qui est consacré à la prise de décision, et bien sûr au niveau de l'aire visuelle, puisque dans la grotte avec le peu de lumière, forcément au niveau visuel, comme on dit, vous y voyez pas comme en plein jour. Un des premiers trucs qu'ils ont remarqué, c'est que très très rapidement, au bout d'à peine quelques jours, les cycles, donc c'est-à-dire sommeil et éveil, ça c'est un cycle. Ces cycles qui sont habituellement autour de 24 heures, tout de suite se sont très rapidement allongés pour tous les participants. Donc ça déjà c'est un premier constat. Quand vous ne mettez pas de repères temporels ou social, enfin je veux dire travail ou autre chose imposée, obligation extérieure, que les gens vraiment s'écoutent, entre guillemets, eh ben, on a tout de suite un allongement du cycle. Donc ça, déjà, c'est une première chose qu'on a pu observer. Il y a bien eu la phase d'euphorie, de découverte. Ils avaient aussi au tout début pas mal de choses à faire, pas mal de choses à mettre en place, parce que même s'il y avait des gens qui leur avaient mis le matériel dans la grotte, ils ont dû mettre en place certaines structures pour la nourriture, pour faire un petit jardin, mettre en place le matériel pour faire les expériences scientifiques, apprendre aussi tout ce qui était technique de cordage pour aller chercher l'eau, puisqu'ils devaient aller chercher l'eau soit à 90 mètres de profondeur, soit 20 mètres au-dessus d'eux dans un lac souterrain. Donc tout ça était vraiment hyper stimulant. Donc vraiment une première phase qui était bien présente, ce qui avait anticipé le chercheur. Et puis au bout de quelques jours, au bout de quelques cycles, on va dire, puisque les participants ne pensent pas en jours, pardon, mais en cycle, on a vu effectivement cette phase d'apathie. C'est-à-dire que ils avaient pris leurs repères, trouvé leurs habitudes, ils rentraient dans un train-train quotidien, plus vraiment de but, de stimulation. Et du coup, ils sont tombés un peu dans une phase un peu léthargique. On a vu une baisse de l'activité, de leurs activités, donc une hypoactivité. On a vu au niveau des tests, quand ils faisaient le casque de réalité virtuelle, une augmentation, enfin une hypersensibilité à ce test, c'est-à-dire que quand ils mettaient le casque et qu'ils faisaient le test, ils se retrouvaient avec des nausées, la tête qui tourne, vraiment pas bien, quoi, malaise vagal, parce que
Dans le casque, il y avait beaucoup de stimuli, beaucoup d'images. Ils pouvaient voir loin dans ce casque, alors que leur cerveau s'était habitué à très très peu d'informations et avait dû augmenter un peu les curseurs pour justement euh, pouvoir se servir du peu d'infos, hyper sensibiliser le cerveau pour que l'info soit le peu d'infos qu'ils aient, soit hyper traité entre guillemets. Donc le cerveau s'est habitué à ça en devenant hypersensible. Mais du coup, quand vous leur redonnez à balle d'infos, l'hypersensibilité fait qu'ils sont submergés, le cerveau fait une espèce de blackout et ils sont pas bien, quoi. Hum, 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 hum. Alors, au niveau neuro, on voit une baisse aussi de la reconnaissance des objets parce que au final, il y a peu de lumière dans la grotte. Il y a peu d'objets aussi. Enfin, l'environnement reste toujours le même, donc il y a pas beaucoup de stimulation. Donc, au niveau neuro, on voit aussi une baisse de ce côté-là. Et au final, l'horloge qui n'est plus temporelle devient une horloge sociale puisque on observe quand même des temps fréquents dans les lieux communs et ça devient le repère commun, c'est l'aspect social quoi, au final de la chose. Et ce qui s'est passé, parce que là je parlais de la phase d'apathie, on avait quand même vu une baisse même au niveau social, hein, je viens de parler de social, mais dans cette phase d'apathie, on a vu une baisse du social. Il y a eu le générateur ceux qui étaient chargés de la lumière de la base de vie a pété. Donc plus de lumière, plus d'électricité. Donc dans un tel contexte dangereux, on rappelle qu'ils sont dans une grotte à plusieurs centaines de mètres sous terre, vous n'avez plus de lumière, ça veut dire que le peu de lumière que vous avez, ce sont des frontales, mais il va falloir les économiser parce que vous ne voulez plus les recharger. Donc, vous imaginez bien que c'est un stress, parce que c'était quand même un environnement dangereux. Hein. Dans la grotte, il fait 10 degrés, 100% d'humidité. Vous avez des trous, des bosses, des cailloux, enfin, le principe de grotte, vous voyez. Il n'y a pas d'ours, mais vous voyez l'idée. Donc, du coup, gros stress. Et au final, cet événement traumatique, c'est ce qui va permettre au groupe de se mettre en branle ensemble pour réparer le générateur. Alors, ils l'ont su après, mais ils ont mis au total 24 heures, ce qui a dû leur paraître beaucoup plus long. Et ils ont fini par le réparer. Et là, on a retrouvé, le groupe s'est ressoudé. Il y a une énergie ensemble et ils ont fini par atteindre ce fameux dernier palier qui est le palier de remise en route et en fait qui correspond au final au palier d'adaptation, à savoir que j'ai pas défini l'adaptation, mais l'adaptation, c'est en fait quand vous ne souffrez plus de votre environnement, que vous vous sentez bien et que vous êtes stabilisé. Donc, notre corps est habitué à s'adapter en permanence pour respecter notamment l'homéostasie, mais dans de tels environnements extrêmes, bien sûr, ça lui en demande beaucoup plus. Et du coup, est-ce que, c'était la question de départ, est-ce que les gens vont réussir à s'adapter à cet environnement et ce qui permet de dire qu'ils se sont vraiment adaptés, c'est quand, au bout des 40 jours, les gens sont venus les chercher. Parce que dans la grotte, eux, ils ne savaient pas. Hein. Pour certains, ils étaient à 30 cycles, même certains à 23 cycles. Donc, pour vous dire, pour eux, ils étaient vraiment soit au milieu, soit à 10 jours de la fin, mais pas du tout. Pour eux, ce n'était pas encore la fin. Et ben en fait, ils ont ressenti une forme de tristesse parce que ils étaient bien en fait. Ils avaient trouvé leur repère. Pour eux, c'était pas encore la fin de l'expérience, parce qu'ils étaient qu'à 30 cycles, donc c'était vraiment le voilà, ils venaient pas de commencer non plus, mais voilà, il y avait encore de la marge et ils se sentaient bien en fait. Donc c'est vraiment le signe de l'adaptation entre guillemets ultime, cette fameuse tristesse d'expérience. Ce qu'on peut retenir. J'adore la science. Et merci pour le follow, Gronière. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans les premiers résultats qui ressortent de cette expérience, quand même, c'est qu'on a une augmentation de la durée des cycles pour tout le monde.
ils sont arrivés au fin des 40 jours à des cycles d'environ 33 heures, bien sûr avec des différences. Certains avaient 25 heures, d'autres avec 60 heures de cycle. À savoir qu'un cycle, c'est encore une fois éveil plus sommeil. Donc, ça pose la question de vraiment des besoins réels de chacun. On voit que certains, quand vous leur donnez pas, quand il n'y a pas d'obligation, quand ils ne font qu'écouter leurs besoins, certains ont besoin de 25 heures entre guillemets dans leur journée pour leur horloge biologique et d'autres de 60 heures. Donc voilà, ça pose des questions par rapport aux besoins réels de chaque individu. Au niveau sensoriel aussi, ils sont encore en train d'étudier notamment chaque profil de chaque individu, comment il a évolué, comment il a changé au cours de l'expérience. L'idée aussi derrière, c'est de pouvoir utiliser ces résultats par rapport à des pathologies de l'équilibre qui sont difficiles, voire qu'on n'arrive pas à rééduquer, voir comment justement les profils ont changé peut apporter peut-être des solutions par rapport au profil de ces personnes atteintes de ces pathologies. Mais on a vu qu'il y avait eu quand même une évolution du profil avec une hypersensibilité. Au niveau éthologique, on constate que l'imprégnation temporelle externe a donné lieu à une imprégnation sociale, au final, du monde interne, qui est le monde de la grotte. Donc, le temps a fait place au social, si on peut dire, hein, d'une certaine façon philosophique. Et ce qu'il est intéressant de voir aussi au niveau cérébral, c'est que on a l'image de la plasticité. Quand on pense plasticité cérébrale, on pense souvent enfant. On pense qu'il n'y a que l'enfant qui a un cerveau plastique, donc qui peut évoluer en fonction du besoin, qui peut s'adapter en fonction de ce qui se passe. Et ben au final, il se trouve que l'adulte aussi a cette fameuse plasticité et que ça vaut la peine au final de se dire que dans certaines pathologies, on peut essayer une rééducation en misant sur la plasticité cérébrale pour essayer d'obtenir des résultats parce que le cerveau est encore plein de ressources malgré ce qui peut lui arriver comme pathologie. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, et par rapport à l'adaptation, donc le chercheur était content parce qu'il a bien retrouvé, lui, il faisait partie des 15 volontaires hein, qui étaient à l'intérieur de la grotte. Ils ont bien retrouvé ces 3 temps. On a vu qu'il y avait eu besoin d'un élément structurant, qui était en l'occurrence le générateur qui pète, pour sortir de l'apathie. Et donc, aujourd'hui, c'est réfléchir à comment on peut peut-être apporter cet élément structurant pour éviter de rester trop longtemps dans l'apathie, parce que le problème, si on ne sort pas de l'apathie, c'est qu'on peut arriver à l'état dépressif. Et là, c'est très compliqué. Et aussi, comment on peut diminuer le temps pour sortir de cette fameuse étape d'apathie. Donc voilà, une sacrée expérience hein, quand même. 15 personnes, 40 jours dans une grotte, sans repère, sans téléphone, sans horloge, sans lumière naturelle. J'ai envie de dire, est-ce que vous l'auriez fait, vous?